Bonjour, on va faire un petit question-réponse aujourd'hui parce que vous me posez régulièrement deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, je tiens à le préciser avant. La première c'est comment vit-on en tant que Français dans un pays étranger et notamment un pays musulman. Donc je vais répondre à cette question. Et la deuxième question c'est qu'est-ce que je pense des animaux et de l'évolution que les animaux, surtout domestiques, sont en train de visiblement nous montrer actuellement. Donc ça je vais y répondre avec joie, c'est un sujet qui me tient à cœur, vous le savez. Donc quand je disais qu'il n'y avait aucun rapport avec les deux questions, vous avez bien compris que... Voilà. Donc la première, je vais parler peut-être des animaux. En effet, on a maintenant on va dire une multiplication des vidéos sur les animaux qui sont capables de faire des choses étonnantes. On voit que les vaches sont capables d'ouvrir leurs enclos elles-mêmes, on voit des animaux s'entraider, on voit des oiseaux donner à manger à des chats, on voit des chats donner à manger à des poissons, on voit des chats défendre des enfants contre des chiens méchants, on voit tout un tas de choses. On voit que les animaux peuvent parfaitement vivre entre eux en parfaite symbiose. On voit surtout les chiens domestiques, les animaux domestiques faire des choses de plus en plus étonnantes, comme faire leurs besoins dans les toilettes, tirer la chasse. C'est absolument incroyable. Donc effectivement, il y a effectivement des choses maintenant qu'on repère chez les animaux. Il y en a même qui sont capables, j'ai vu des chiens jouer de la musique et reconnaître parfaitement les notes, sans se tromper, parce qu'ils ont une oreille bien entendu très très développée. Tout ça m'emmène à des conclusions dont je vais vous faire part dans quelques secondes. Effectivement, on ne voyait pas tout ça il y a encore 30 ans ou 20 ans en arrière. Donc ça évolue, leur évolution est rapide. Ils ont une évolution qui est rapide, à notre contact. Je tiens à le préciser aussi. Cela est de très bon signe parce que vous savez que l'animal n'a pas d'âme individuelle. Alors ceux qui vous disent le contraire, ce sont des menteurs. Il n'y a pas d'animal avec une âme individuelle, même les primates. Les primates n'ont pas encore d'âme individuelle, ils ont encore une âme groupe. Donc les animaux pour l'instant ont la porte de l'individualisation qui est fermée. Cela fait partie des mystères de l'initiation en occultisme et de la connaissance ancestrale occulte. Cela fait partie des cycles de vie, d'incarnation, des cycles d'évolution aussi. Fut une époque, à l'époque Atlante, ça s'est passé à l'époque de l'Atlantide, donc il y a maintenant plusieurs dizaines de milliers d'années, on va dire, en arrière, fut un temps où les animaux et les humains, notamment les mammifères et les humains, étaient mélangés, vivaient ensemble, s'accouplaient même. Et il a été décidé que ce n'était plus bon, il fallait choisir, il fallait que ce soit une espèce en particulier qui pénètre dans le règne humain, qui est un règne d'évolution, un passage d'évolution, par lequel étaient déjà passés avant nous les anges. Les anges d'aujourd'hui sont les humains d'hier. Nous sommes aujourd'hui, les humains d'aujourd'hui sommes les anges de demain, et les animaux qui arrivent et qui visiblement progressent très rapidement seront les humains de demain. Alors, comme la roue de l'évolution est toujours en perpétuelle, en perpétuelle progression, il est admis que les anges d'hier, enfin les anges d'aujourd'hui, pardon, c'est-à-dire les humains d'hier, c'est-à-dire ceux qui sont les anges aujourd'hui, seront finalement de moins bons anges que nous serons. Nous serons de meilleurs anges que les anges actuels. Et donc l'humanité, qui est en train de se former parmi ces animaux très avancés, formeront une humanité plus tard meilleure que la nôtre. Et on peut déjà s'en persuader, il suffit de voir les qualités d'amour inconditionnel et de cœur que possèdent ces animaux, déjà, alors qu'ils ne sont pas encore humains. Ils ne sont pas du tout uniquement instinctifs, ils ne réagissent pas que par peur ou par obéissance aveugle. Ils agissent réellement par compassion et par don de soi. Et c'est un sentiment remarquable que nous avons peine, nous humains, à développer encore aujourd'hui. Donc ils seront assurément une bien meilleure humanité que la nôtre. Alors de là à savoir quelles espèces animales vont passer dans le règne humain, on peut d'ores et déjà
bon, se dire que les primates sont en tête hein, du peloton. Il y a les chiens domestiques derrière, c'est une évidence. Les chevaux, les éléphants, les chats, je pense, j'en suis pas convaincu parce que contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les chats ne sont pas du tout évolués au même point que les chiens, très très loin. Essayer de faire un chat en haute montagne pour sauver les gens d'une avalanche, ça n'existe pas. Hein. Un chat qui détecterait des drogues ou des explosifs dans une valise. Je dis pas que c'est impossible. Hein. Je dis que pour l'instant, l'évolution des chats n'est pas, elle n'est pas aussi remarquable que chez les chiens. Hein. Voilà. Bon, mais je dis pas. Peut-être que les chats pourront faire partie de la future humanité. Évidemment, ils changeront de forme. Hein. Vous doutez bien que quand on dit que les animaux feront l'humanité de demain, ils changeront de forme. Ils garderont pas une forme de chien. Hein. Ils changeront de corps. Hein. Ils seront obligés de passer dans des corps plus grands et capables de se lever et de tenir sur les jambes, de tenir debout. La position verticale est une condition sine qua non pour recevoir l'âme individuelle. Hein. C'est pour ça que l'homme s'est dressé. Hein. L'homme s'est dressé au fur et à mesure qu'il a progressé, qu'il est rentré en contact et que son âme individuelle a été construite. Il s'est redressé pour pouvoir recevoir l'énergie verticale. Hein. L'énergie qui vient d'en haut, celle qu'on appelle le Shen en médecine chinoise, ou encore l'énergie spirituelle, ou la présence ayam, ou l'âme, tout ce que vous voulez. Il faut se mettre debout pour la recevoir. Tant que les animaux resteront en position horizontale, ils n'auront pas encore d'âme individuelle. Hein. Donc on peut pressentir quels sont les animaux qui se dressent sur leurs pattes arrière et qui font l'effort. Hein, on a les primates supérieurs, on a bien entendu même les ours. Hein. Si les ours avaient un contact plus rapproché avec les humains, ce seraient des animaux très avancés. Hein. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, les animaux domestiques ont fait un bond en avant vraiment vertigineux. Et en peu de temps finalement. En peu de temps, parce que ça fait pas longtemps que l'humain domestique les animaux. Ça fait pas très longtemps, ça doit faire quoi, peut-être 2 siècles, 1 siècle et demi. C'était pas répandu avant d'avoir des animaux dans les familles, dans les foyers, qui dorment sur les lits, sur les canapés, qui rentrent dans les chambres, qui rentrent dans les salles à manger. C'était pas si répandu que ça. Voilà. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des animaux qui vraiment nous miment. Hein. Et il y en a même qui sont capables de faire des mots. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a des chiens qui sont presque capables de prononcer des mots. Hein. Donc c'est vraiment, et c'est une volonté. Ils ont vraiment la volonté de vouloir dire quelque chose. C'est quand même assez incroyable. Et ça prouve qu'il y a une évolution réelle, une progression réelle de ce règne, hein, du règne animal. Pour l'instant, son individualisation est stoppée parce que la porte de l'individualisation est pour l'instant fermée au règne animal. Lorsqu'elle s'ouvrira pour que l'humain passe dans le règne angélique, elle s'ouvrira de même pour que les animaux passent dans le règne humain. Hein. Alors il y aura une transition, je pense que leur porte à eux s'ouvrira avant nous, et donc on aura une période transitoire où ils rentreront dans le règne individuel, donc dans le règne humain, où nous y serons encore, et où les retardataires de notre humanité y seront encore. Hein. Donc il va y avoir encore un contact rapproché, de plus en plus rapproché, entre les animaux et les humains. Quoi qu'il en soit, ne vous sentez pas coupable si vous prenez un chat ou un chien chez vous à la maison, ou même un autre animal, parce que vous faites une œuvre, vous faites quelque chose d'extrêmement bénéfique pour les animaux. Hein. Et si vous le faites pour les animaux, vous le faites pour le progrès général et global de l'univers. Hein. De la progression de la planète, du système solaire, donc vous faites quelque chose de très grand, de très bien. Les gens qui sont les humains qui n'ont pas de cœur, ceux que j'appelle moi les inhumains, sont des retardataires de l'humanité actuelle et sont bien loin d'avoir la valeur, pour moi, à mes yeux, peut-être pas aux yeux du créateur ou des créateurs, mais à mes yeux, à moi, un inhumain, quelqu'un qui est capable de tuer 300 ou 3000 animaux par jour, par exemple dans les abattoirs, est quelqu'un qui vaut beaucoup moins, à mes yeux, qu'un chien d'aveugle, par exemple, ou d'handicapé. Ces animaux-là sont capables de faire des choses absolument incroyables. Ils ont plus d'une 50aine de fonctions qu'on leur a apprises. Ouvrir les portes, décrocher le téléphone, ouvrir le frigo, ramener à manger, c'est phénoménal, phénoménal.
ce qu'on peut leur apprendre et ce qu'ils arrivent à emmagasiner. Et ils le font, pas, ils ne demandent pas d'argent, ils ne demandent pas de rétribution, ils demandent de l'affection. Ils demandent juste de pouvoir aimer, c'est même pas de l'affection qu'ils demandent en retour. Ils demandent simplement de pouvoir donner leur amour et de montrer leur capacité de service. Parce qu'ils se vouent à nous, ils pourraient très bien nous bouffer et dire non, vous êtes des connards. Non, ils ne le font pas. Vous voyez, ils nous aiment. Et puis c'est tout. À la limite, vous leur offrez voilà, un petit coin dans votre salon au chaud près de la cheminée l'hiver, et puis ça leur suffit. Petite caresse de temps en temps, voilà, une gamelle, et puis voilà, une gamelle d'eau. Et si vous êtes fidèles, ils sont contents. Je pense que, quand même, on a énormément de leçons à apprendre de ces animaux. Énormément. Et pour ces êtres qui sont inhumains, qui n'ont rien à carrer des animaux et qui tirent sur les oiseaux le dimanche avec leurs petits fusils à plomb ou avec leur rame de long rifle ou je ne sais quoi, vous êtes minables. Minables à côté de ces animaux, vous ne valez rien. Voilà. Alors là, je vais rentrer, on va me dire, ouais, t'es dans le jugement et tout. Non, c'est un constat. Hein, quand un être humain n'a pas encore de cœur et qu'il en est au point de pouvoir faire délibérément du mal à un animal qui, lui, ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir donner de l'amour, c'est minable. C'est comme quand on s'en prend aux enfants, c'est minable. Un enfant, c'est pareil, hein, ça ne cherche qu'à donner de l'amour et ça ne cherche qu'à recevoir de la protection en échange, c'est tout. Voilà, donc je tenais à dire ça. Je tenais à dire que quand on dit « Ah mais ces gens-là, mais c'est des barbares, c'est pire que des animaux ». Non, c'est bien pire que les animaux. Les animaux ne sont pas barbares. Je tiens quand même à le préciser. Les animaux ne tuent pas par plaisir, ils ne tuent pas pour avoir à bouffer. Ils tuent, enfin si, ils tuent pour se nourrir bien entendu, mais je veux dire, ils ne tuent pas pour faire des réserves pendant 3 ans sur leur compte en banque. Vous voyez ? Ou pour partir en vacances à la neige, ou pour pouvoir s'acheter la prochaine Golf qui va sortir, ou je ne sais quoi. Le matérialisme ne les intéresse pas. Ils vont même pas tuer pour se construire une cabane, ou avoir un toit, ou avoir une gamelle. Hein? Ils vivent dans la nature, ils acceptent ce qu'on leur donne, ce qu'ils reçoivent, et parfois ils essayent de prendre quand on ne les en empêche pas, parce qu'ils n'ont plus rien. Donc, on a beaucoup à apprendre des animaux, énormément, et ces gens-là qui sont inhumains, si vous en connaissez, si vous connaissez des gens, et on les décèle chez les enfants, hein. Il y a des enfants qui sont déjà cruels, très jeunes avec les animaux. Hein. Si vous en voyez, ne les laissez pas comme ça. Il faut leur apprendre ce que c'est que la valeur d'une vie animale. Hein. Et que les animaux sont des êtres qui souffrent autant que nous, exactement de la même façon que nous. Ils ont un corps émotionnel exactement aussi sensible que le nôtre. Et ils ont un corps compassionnel qui est bien plus développé que la plupart des humains. Je dis la plupart parce qu'il y a des humains, bien entendu, qui ont énormément de compassion. Mais souvent, les animaux ont un corps compassionnel, c'est-à-dire un cœur, qui est bien plus développé que la plupart des inhumains, ou bien plus. Donc, voilà, je tenais à faire ce petit témoignage-là, parce que voilà, les animaux, c'est l'avenir, quelque part, je dirais. Et ils feront une grande humanité. Grande humanité, ils seront véritablement un grand règne plus tard, même s'ils le sont déjà pour moi. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour du sujet. Je n'ai pas grand chose à dire. Bon, il faut savoir que le règne qui suivra les animaux, ce sera le règne végétal. Et quand on voit la capacité et l'intelligence d'adaptation du règne végétal sur la planète, on peut se dire qu'à règne égal et à évolution égale, le règne végétal est de loin le plus avancé de tous les règnes de la planète. Un règne minéral, végétal, animal, humain, ces 4 règnes-là, le règne le plus avancé est le règne végétal. Donc quand il va passer dans le monde animal, ce règne végétal, il va donner un monde animal encore plus évolué que les animaux d'aujourd'hui. Et donc il donnera une humanité plus tard très développée. Il faut bien comprendre ça. Ils changeront de corps aussi, essayez bien de comprendre ce que je dis. Quand un végétal va passer dans le règne humain, il n'aura plus une forme de fleur ou de plante. Quoique, on ne sait pas. Il peut exister des humains ou des humanoïdes à forme de plante. Dans l'univers, vous savez, tout est possible. Alors, deuxième question, comment un Français vit en tant qu'expat dans un pays étranger, de surcroît un pays arabo-musulman?
Bon, moi, ça va faire 10 ans que je suis parti. Alors, ce que je tiens à dire, d'abord, la première des choses, c'est que presque au bout de 10 ans, hein, on se sent très bien, déjà, dans un autre pays. On se sent très, très bien. La France ne nous manque pas du tout, surtout quand on voit ce qui s'y passe à travers le petit écran. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, bon, moi, vous savez que je suis au Maroc maintenant, je m'en cache plus. Les seuls problèmes que j'ai eu au Maroc en 9 ans et demi, presque 10, c'était avec des Français, expats, ou touristes, ou des racailles de France, c'est-à-dire des Français d'origine marocaine, mais qui ne connaissent pas plus le Maroc que vous, et qui ne reviennent que de temps en temps, ou tous les étés, ou, pour claquer le pognon de la drogue, parce qu'ils descendent avec des Porsche Cayenne et des Mercedes et des dernières BM, et qu'on se demande bien comment ils font pour se payer des bagnoles pareilles. Alors là, je suis un peu dur, hein, mais disons que il n'y a qu'avec ces gens-là, c'est-à-dire, c'est des Français en fait, hein, puisqu'on dit qu'ils sont Français. Les Marocains eux-mêmes les appellent les immigrés de France, hein, sachez-le. C'est-à-dire qu'ils ne les considèrent pas comme Marocains, ils les considèrent comme de la merde en fait, pardon de le dire. C'est-à-dire qu'ils les considèrent mal, hein, ils considèrent que ce sont des gens irrespectueux, là je parle des racailles, hein, des gens irrespectueux, des gens qui parlent mal, qui se comportent mal, qui cherchent la bagarre dans les boîtes. Il n'y a jamais de bagarre dans les boîtes, hein, ni dans aucun établissement de toute l'année, sauf quand ils débarquent. Voilà. Donc les seuls problèmes que j'ai eus avec les populations ici, c'est avec les populations françaises. Et même avec des Français de souche comme moi, il y a eu des distributions de claques, oui. Voilà. Et notamment les plus riches. Hein, ça aussi, ça demande à réfléchir, parce qu'ils arrivent ici, ils se croient comme les Allemands en 40 en France, hein, ils se croient en pays conquis, et ils croient qu'ils sont capables de claquer du doigt, et ils prennent trop vite cette habitude. Hein. Voilà, donc je n'ai jamais eu, mais je peux le dire, et je peux l'affirmer, je n'ai jamais eu un seul problème en 9 ans et demi avec un Marocain. Un seul problème, pas un seul. Voilà, donc sur le plan sécurité, si vous voulez, quand on me dit ouais mais la sécurité, je vous le dis, je peux me balader dans la Médina où il y a tout le quartier, où il y a tous les barbus qui font l'informatique et tout ça, je n'ai jamais eu de problème, jamais. C'était même un barbu qui réparait mes ordinateurs à une époque et qui me changeait les disques durs et la mémoire, etc., et ça me coûtait jamais plus de 10 €. Parce qu'il aurait été interdit par la religion de voler ou de faire du profit. Voilà, moi c'est mon témoignage, hein, je vous donne mon témoignage. Après, je vous dis pas que si je me balade tout seul dans la rue à 2 h du matin avec un sac bourré de pognon ou avec des bagues et des chaînes en or qui se voient, je risque pas de me faire tomber dessus par un groupe de 2 ou 3 mecs ou un cinglé qui est un peu trop bourré et qui vit dans la rue, un SDF ou quelqu'un qui a un problème cérébral, c'est possible. Hein, mais ça m'est jamais arrivé. Bon, voilà. Donc je témoigne, voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Au niveau de la qualité de vie, plus on va vers le soleil, vous savez, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Ouais, c'est pas faux. Hein. On est beaucoup mieux au soleil. Quand il y a du soleil, il y a de l'agriculture. Qui dit agriculture, fruits et légumes moins chers. Hein, presque 10 fois moins cher qu'en France. Du bio, on peut en trouver, mais bon, pas trop. Mais enfin bon, ils utilisent peu de pesticides parce que ça coûte très cher. Et c'est plutôt des moyens naturels, puis ça pousse tout seul ici. Donc un peu d'eau, avec le soleil, paf, ça pousse. Donc par rapport à la viande, bon, là je suis désolé, je ne peux pas tellement témoigner, un peu quand même, parce qu'il y a des mangeurs de viande autour de moi. Bon, la viande, si vous mangez de l'agneau ou du mouton, vous allez en trouver facilement. Si vous mangez du bœuf, c'est un peu plus difficile. Vous en trouverez aussi, mais les vaches sont un peu maigres. Et puis, comme l'animal est de toute façon égorgé, les viandes rouges, on n'en trouve pas tellement. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Par rapport à la qualité de vie, il y a des médecins qui sont ici, sont formés en France. Ils sont pratiquement aussi autant compétents, voire largement autant compétents que les médecins français. Il y a des cliniques toutes récentes, toutes neuves, très bien équipées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sur le travail, alors ça par contre sur le travail, il faut un projet. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça en tant que Français
vous installer dans un pays et dire bon ben je vais devenir barman ou comptable, non. Non, parce que ça il y a déjà ici. Et donc si vous voulez faire ces métiers, ce ne sera pas impossible, vous pourrez les faire, mais vous n'obtiendrez pas de contrat, parce qu'ici ils pratiquent la préférence nationale, et qu'à compétences égales, ils vont prendre un Marocain, bien entendu. Donc si vous travaillez dans ces métiers, ce sera très difficile d'avoir un contrat officiel. Vous travaillerez au noir, très probablement. Donc, par contre, si vous arrivez avec un projet et que vous construisez, vous faites vous-même votre entreprise, votre propre société, et vous êtes votre propre employeur, là oui, c'est tout à fait valable, c'est plus pareil. Si vous venez vendre votre compétence, par exemple, vous êtes boulanger artisan, vous voulez monter une boulangerie française, à Casablanca, dans une grande ville, à Rabat, je vous le conseille, hein. Je vous le conseille, même à Tanger, hein. Je vous le conseille vivement, hein. Faites-le. Faites-le. Si vous êtes apprenti boulanger ou boulanger et que vous en avez marre de là où vous habitez, faites ce que je viens de vous dire. Hein, si vous avez de l'argent d'avance, montez votre boulangerie, trouvez un local bien placé, installez vos fours et tout ce qu'il faut, et faites-le. Vous allez comprendre ce que c'est que le succès, hein, et ce que c'est que de gagner de l'argent, vraiment, sans se faire exploser par les taxes et les charges. Faites-le. Bien entendu, si vous êtes artisan, quel que soit votre métier, et que vous avez une compétence à vendre qui n'existe pas ici dans le pays où vous voulez partir, vous êtes gagnant, hein, d'entrée. Surtout en tant que boulanger, tout ce qui touche à la gastronomie française, vous êtes gagnant. Si vous êtes chef français et que vous ne savez pas où travailler, allez dans une grande chaîne hôtelière, hein, vous irez parcourir le monde entier. Vous savez, quand on est français, on part sur des avantages par rapport à certains secteurs comme la gastronomie. C'est considérable. Donc, évidemment, si vous êtes infirmier, ou infirmière, ou si vous êtes, je ne sais pas, comptable, comme je disais, non, là, c'est difficile. C'est difficile. Difficile parce que ces postes-là ne vous seront pas octroyés. Hein. Ça paraît relativement impossible. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour les enfants? Les enfants, sachez que depuis qu'il y a le cycle scolaire, Éducation nationale, il y a des lycées et des collèges français au Maroc, bien entendu, puisque c'est un pays francophone, je tiens à le rappeler. Je tiens à rappeler aussi que depuis peu, le Maroc a reculé sur l'arabisation du Maroc, donc la langue française passe de nouveau en premier, il faut le savoir. C'est pour ça que je tenais à le dire, parce que quand on râle sur Belkacem, qui nous a imposé l'arabe en France, dans les classes, je crois, de maternelle, ou je ne sais plus où exactement, dans les classes de primaire, il faut savoir que au Maroc, le français est quand même la première langue apprise, hein, dans les écoles. Donc, quelque part, c'est un peu juste. C'est une juste rétribution des choses. Si dans un pays arabe, on apprend le français, il n'y a pas de raison que dans un pays français, on n'apprenne pas l'arabe. C'est-à-dire, ce serait... Surtout que, même si on ne l'admet pas, à mon avis, il y a au moins 10 millions ou 15 millions d'arabes en France. On dit 6, mais pour moi, c'est au moins le double, hein, voire le triple. Donc... Après, évidemment, ça ne va pas jouer dans le sens de l'unité nationale française, parce que ça désunit tout ça. Hein. Mais au Maroc, c'est la francisation qui passe en premier lieu, et même l'anglais maintenant. Donc, oui, mais ils veulent s'ouvrir sur le monde, et le monde, c'est vrai que le monde, c'est plus l'anglais que l'arabe en ce moment. Hein. Bon, peut-être l'avenir me fera mentir, mais... Pour l'instant, c'est comme ça. Donc, l'éducation nationale, il y a des lycées français. Sachez que depuis que le gouvernement socialiste est passé au pouvoir, c'est pas gratuit pour les ressortissants étrangers. Donc, c'est-à-dire que c'est complètement payant maintenant. Donc, si vous mettez vos mômes à l'école, il vous en coûtera environ 10 000 € par an pour scolariser votre enfant dans un pays étranger. Parce que le gouvernement socialiste a retiré toutes les subventions de l'éducation nationale pour les expatriés français. Voilà. Après, allez savoir où passe votre argent, ça c'est vous qui allez faire votre petite recherche. Moi, j'ai plus envie de parler de ça. Ça me dégoûte un peu. Hein. Donc ça vous coûtera environ entre 8 000 et 10 000 € par année scolaire, par enfant. C'est énorme. Voilà. C'est pour ça qu'avant de partir avec des enfants dans un pays étranger, renseignez-vous bien. Il y a des écoles un peu moins chères, de qualité un peu inférieure peut-être au niveau de l'enseignement, mais renseignez-vous. Au niveau de la sécurité, écoutez, j'ai rien d'autre à rajouter. Au niveau de la santé, j'ai rien à rajouter. Au niveau de la qualité de vie,
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout ce que vous pouvez avoir en France, vous l'avez, puissance 2, puissance 3, dans d'autres pays. Si vous allez en Thaïlande par exemple, vous allez payer environ 10 fois moins cher à peu près tout, que ce soit votre location de logement ou que ce soit votre nouveau note de restaurant. J'ai des amis qui sont partis au mois d'août cet été, là, ils sont partis, ils n'ont jamais pu dépasser les 10 euros, même en se gavant au restaurant, même au Sofitel, ils n'ont jamais pu dépasser les 10 euros par personne de note. Ça ne coûte rien. Hein. La Thaïlande, pays extraordinaire, bon, il y en a d'autres. Hein. Donc à chaque fois que vous sortez de la France, en fait, vous dites ouais, mais c'est pas pareil, il n'y a pas autant de verdure, ou il n'y a pas autant de fromage, ou il n'y a pas de charcuterie, ou ouais, mais j'ai pas ma pharmacie à côté. Ouais. Le français est râleur, hein, il est habitué à ses codes. Mais quand vous restez un petit peu plus et que vous lâchez prise un peu sur vos habitudes de vie, vous vous apercevez très rapidement que la France va devenir très vite un lointain souvenir. Hein, parce que c'est mieux ailleurs. Pas partout, mais il y a des pays où c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Beaucoup mieux. Et tous les expats qu'on rencontre et qui ont beaucoup voyagé vous disent la même chose, hein. Rentrez en France, jamais de la vie. Jamais de la vie, voilà. Que ceux qui soient partis à Québec, ou ceux qui ont vécu en Nouvelle-Calédonie, ou en Thaïlande, comme je vous ai dit, ou même à Miami, et donc au Maroc, ou voilà, vous diront tous la même chose, hein. Jamais de la vie on rentre en France, jamais. Si on doit quitter le Maroc demain, on ira dans un autre pays, mais jamais de la vie on rentre en France, c'est impossible. Voilà, c'est comme, je sais pas, c'est pas possible. Voilà. Donc, je dis pas ça pour vous quittiez la France, je dis ça pour que vous vous rendiez bien compte que bah, l'herbe pousse verte ailleurs. Hein, et qu'il ne faut pas avoir peur quand on se sent plus bien quelque part, il ne faut pas avoir peur d'aller explorer d'autres terres. Hein. Il ne faut pas avoir peur du tout, il faut lâcher. Hein. Dire, vous prenez une valise, vous prenez tout ce dont vous avez besoin, vous partez un mois ou deux, vous louez un appartement dans le pays où vous désirez aller, et vous laissez faire. Hein. Voilà, vous tapez aux portes, vous regardez, vous allez voir si les portes s'ouvrent. Si les portes s'ouvrent pour vous, c'est que c'était le bon chemin et que c'est le bon endroit pour où vous devez aller. Hein. N'ayez pas peur, laissez-vous guider. Hein. Quand les portes se ferment, quand si vous avez plus de travail, votre femme vous a quitté, votre voiture vient de tomber en panne, votre famille, on n'a rien à foutre de vous, vos amis vous invitent pas à bouffer, vous êtes tout seul, vous n'avez plus rien, vous êtes presque SDF ou complètement en dépression totale parce que vous n'avez plus de boulot, ça veut dire que les portes se ferment pour vous, hein, là où vous êtes. Quand les portes se ferment quelque part, elles s'ouvrent toujours ailleurs. Toujours, n'oubliez pas ça. Quand les portes se ferment quelque part pour vous, elles s'ouvrent toujours ailleurs. Sachez suivre les signes. Écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure, écoutez-vous. Quand vous sentez l'appel du large, faites ce qu'il faut, allez-y. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, partez. Partez. Moi je suis arrivé ici, j'avais loué un appartement pour 2 mois, j'ai dit je verrai. J'ai posé mes bagages, je suis sorti, 3 jours après je rentre dans un endroit, j'ai eu du boulot tout de suite. Voilà. Au bout d'1 mois, je gagnais 6 000 € par mois. Bon, les temps ont changé, malheureusement, c'est plus comme avant, mais quand même, voilà, pour vous dire, j'ai quitté la France, je suis arrivé ici, 6 jours après, voilà, c'était la nouvelle vie a démarré immédiatement. Immédiatement. Je peux pas dire mieux, vraiment c'est le témoignage que je vous donne là, c'est mon vécu. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est peut-être pas eu de la chance. Non, non, c'est pas une question de chance du tout. J'étais en train de me morfondre en France. J'ai senti cette France en train de mourir, je sens cette vibration. Je la sens d'ici, parce que je suis toujours attaché à la France. Je sens ce pays qui est dans une logique mortifère, et que ça va continuer, et que ça va s'empirer. Chaque fois, on me dit, ouais, mais tu dis toujours la même chose sur la France. J'aimerais pouvoir vous dire autre chose. J'aimerais pouvoir vous dire, ah, voilà, la France est en train de reprendre du poil de la bête, elle va retrouver ses valeurs, elle va retrouver sa force. Je vais y revenir parce que, voilà, je vais pouvoir heureux de pouvoir vivre enfin dans ce pays. J'aimerais pouvoir vous dire ça, mais c'est impossible. C'est pas vivable. Aujourd'hui, pour un musicien professionnel, parce que c'est mon métier dans la vie, en France, vous avez 2 choix. C'est où vous avez la chance d'être sous contrat avec une maison de disques ou une télévision, éventuellement, et vous travaillez sur les plateaux télé sur une émission comme celle de Nagui. Hein, j'ai une amie qui travaille sur l'émission de Nagui, On n'oublie pas les paroles, très bien, tant mieux pour elle. J'ai d'autres amis qui sont grands musiciens et qui accompagnent les grandes vedettes, comme Hallyday ou Eddie Mitchell, très bien, tant mieux pour eux.
Mais pour les autres musiciens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas atteint ce niveau, qui n'ont pas eu cette chance, si vous êtes musicien, vous n'avez qu'un seul choix en France, hein, c'est d'être intermittent du spectacle, donc d'être inscrit à la NPE et qui dit ANPE dit comment on dit, je sais même plus. Ah, c'est incroyable ça. Chômage, quoi, je veux dire les allocations. Voilà. Donc vous êtes obligé de vous inscrire comme chômeur, longue durée, que vous n'êtes pas, puisque vous êtes musicien, vous travaillez, hein, et vous êtes quand même considéré comme un chômeur, et vous êtes obligé de pointer tous les mois, comme quoi vous êtes toujours en recherche d'emploi, c'est complètement aberrant, et vous touchez des allocations parce que vous n'avez pas de travail, donc vous touchez des droits d'intermittent du spectacle parce que vous n'avez fait que 3 dates dans le mois ou 5 dates dans le mois, et qu'en général c'est ce que font les musiciens en France, hein, ils font rarement plus. Hein, l'hiver, un musicien ça travaille le samedi, peut-être le vendredi samedi, mais s'il a de la chance, c'est tout. Donc ça lui fait au maximum entre 4 et 8 jours de boulot par mois. Donc le reste du temps, il va toucher quoi? Il va toucher que les allocations, hein, c'est tout. Hein. Et il n'y a que l'été, quand il descend dans le sud, où là il peut avoir un contrat d'un mois à tel endroit, un mois à tel endroit, où il va faire 30 jours de suite, mais c'est tout. Musicien en France, c'est un galérien. Hein, et un mec qui est obligé de faire un autre boulot à côté. Hein. Quand vous changez de pays, et vous avez une certaine, comment dire, une certaine maestria, une maîtrise de ce que vous faites, un savoir-faire, on vous prend, hein, vous avez du boulot. Voilà. Et j'ai pris que mon exemple, hein, je donne mon exemple. Hein, voilà. Si vous êtes dans un autre corps de métier, surtout les artisans, n'ayez pas peur. Hein. Allez-y, foncez les gars, hein, vous avez de l'or dans les mains. Hein. Franchement, je vous le dis. Voilà, c'était mon témoignage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, non pas sur YouTube, je ne réponds pas sur YouTube. Et les trolls, évitez ma chaîne, je vous dégage systématiquement maintenant, hein, je ne réponds même plus. Facebook, Jim Leveilleur, J-I-M, plus loin, Leveilleur en un seul mot pour les questions-réponses. Et si vous avez des sujets de vidéo, n'hésitez pas à me proposer. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup.